On a toujours vu des gens qui sont assis entre quatre murs, qui ne sont même pas concernés par la situation, qui conçoivent des projets, des actions pour d'autres personnes. Il est temps que les personnes concernées soient au cœur de la lutte, qu'ils soient à mesure de dire voilà, pour nos questions de santé et nos questions de droit, voici ce qui est nécessaire à faire pour nous. Donc pour moi, je résume la lutte à ça, rien pour nous sans nous. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de notre série sur la santé communautaire. Aujourd'hui, nous nous demandons quel champ d'action recouvre cette approche et qui la met en œuvre. Pour reposer les bases de la santé communautaire, nos invités reviennent sur l'importance de mieux la définir et de la légitimer. Écoutons pour commencer Éric Fleutelot, directeur technique du pôle Grande Pandémie d'Expertise France où est mise en œuvre l'initiative. Il souligne pourquoi les agents de santé communautaire sont un maillon essentiel d'accès à la santé, et ce, au regard de l'isolement social et géographique que subissent certaines populations. Beaucoup de réponses ont pu être apportées et des exemples donnés au cours de cette journée scientifique. Historiquement, l'initiative a toujours soutenu les initiatives communautaires afin de renforcer la riposte aux pandémies et très directement renforcer les systèmes de santé eux-mêmes. Depuis à peu près 40 ans, les agents de santé communautaire, que ce soit ici en France ou dans les pays où l'initiative travaille, principalement en Afrique subsaharienne ou en Asie, ces agents font partie des réponses qui sont apportées par les communautés et pour les communautés face à des maladies qui, malheureusement aujourd'hui, sont encore terriblement meurtrières. On a besoin d'agents de santé communautaire. Il y a une très bonne documentation scientifique à ce sujet pour être au plus près de ceux que les structures publiques de santé n'arrivent pas à atteindre, soit parce qu'ils sont éloignés géographiquement de ces structures de santé. Je pense en particulier dans des zones difficiles à atteindre, dans les zones rurales, soit parce que en fonction de leur identité, en fonction de leur comportement, ils ont plus de crainte à entrer, à prendre contact avec le système de santé, parce qu'ils risquent tout simplement d'être discriminés, d'être jugés, d'être stigmatisés, voire. Et puis, a fortiori, s'ils sont criminalisés, ils ont peur de se retrouver avec un face-à-face avec la police, alors qu'ils viennent chercher des services de prévention, des services de soins. En réalité, aujourd'hui, les agents de santé communautaire, on leur demande de faire des activités de péréducation, de sensibilisation, de promotion de la santé, et parfois également de dépistage et d'accès au traitement, parce que ils ont la capacité d'aller au-devant des communautés, parce qu'ils ont la capacité d'entrer dans les communautés dont ils sont issus, et parce que du coup, c'est terriblement efficace pour des actions de santé. Et au fur et à mesure que l'initiative a soutenu des programmes mis en œuvre par des organisations à base communautaire, s'est posé plusieurs questions sur le statut des agents de santé communautaire, sur la rémunération des agents de santé communautaire, mais également sur la formation des agents de santé communautaire. Alors, quelles sont les pistes pour définir le statut d'agent de santé communautaire, dit ASC, face à l'étendue des activités qu'ils prennent en charge ? Fatoumata Anne, socio-anthropologue et spécialiste des questions de santé, avance des éléments de réponse. Le système de santé dans nos pays repose sur des personnels qui sont issus des communautés, recrutés dans les communautés, qui sont formés pour certains sur le tas, pour d'autres non, mais qui vont s'occuper en fait d'une variété de soins qui peuvent aller de la santé jusqu'à la prévention. Et donc aujourd'hui, si on veut parler de la santé communautaire, je pense qu'il faudrait élargir le champ et qu'on ne peut pas seulement la réduire à la contribution des agents de santé communautaire, des leaders communautaires. Il faudrait peut-être plutôt l'envisager à partir des secteurs d'activité que l'on va appeler ou qu'on va désigner sous le vocable de secteur communautaire et qui regroupe un ensemble d'activités. Et de ce point de vue-là, j'aurais envie de dire que peut-être la santé communautaire regroupe l'ensemble des approches qui s'appuient sur des personnels, des agents qui sont en première ligne
ligne d'une offre de soins qui n'est pas exclusivement que sanitaire, mais qui est aussi biologique, qui est aussi psychologique, qui est aussi sociale. Chacun de ces moments demande en tout cas des formes de prise en charge ou des réponses de la part des communautés qui soient assez spécifiques. Parmi les acteurs de la santé communautaire figurent ce qu'on appelle les pairs éducateurs, ces relais au sein des communautés difficiles d'accès qui facilitent le lien, faisant eux-mêmes partie de ces populations, par exemple en tant qu'usagers ou ex-usagers de drogues injectables. Serge Duhamon-Guiota, directeur du plaidoyer chez Coalition Plus, insiste sur cette ressource disponible et qualifiée qui demande qu'on la mobilise en assurant une juste reconnaissance de leur travail. Les communautés qui sont engagées notamment dans la lutte contre le VIH, le paludisme, la tuberculose, ont accumulé une expertise et aujourd'hui, il est temps de mettre cette expertise au service de la santé publique. Donc, le message qu'on adresse et qu'on commence maintenant aussi à pousser au niveau des États, c'est de dire il y a une ressource humaine communautaire qui est là et qui souvent a été boudée, qui souvent a été méprisée, qui souvent a été mise à l'écart. Je parle notamment des pères éducateurs parce que travaillant avec des cibles dites trop spécifiques pour les États. Mais cette ressource humaine, elle est là. Donc c'est maintenant le moment, l'opportunité de l'utiliser. On est disponible. Et en plus, on a l'expérience de la COVID-19 qui a montré que les pères éducateurs VIH étaient aptes et compétents. Et on en a des preuves, on a des études qui ont été faites qui ont montré que leur participation pendant la gestion de cette pandémie a été utile justement pour préparer les communautés avec la communication sur les gestes barrières, avec même le transport des médicaments dans des contextes où il fallait que le médicament arrive vers le bénéficiaire. Ce sont les pères éducateurs qui ont fait ce travail. Maillon essentiel d'accès aux soins, les agents de santé communautaire permettent de lever certaines barrières grâce à leur nombre et à l'étendue de leur champ d'action. Leur ancrage dans des groupes spécifiques leur permet de nourrir des liens de confiance inédits avec les populations, y compris les plus stigmatisées, afin de les orienter vers les structures de suivi adéquates. Cette faculté de déploiement s'avère absolument cruciale en contexte de crise, comme nous le verrons dans le prochain épisode. Nous espérons que cet épisode vous a plu et a permis d'introduire de façon accessible le thème de la santé communautaire. Cette série est produite par l'initiative Expertise France, programme complémentaire du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et a été enregistrée à l'occasion d'une journée scientifique réunissant plusieurs acteurs experts du domaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à commenter et à partager. On se retrouve dans l'épisode 2 pour parler du rôle de la santé communautaire en zone de crise.